Merci, Monsieur le Président. La presse régionale a l'honneur à la présidence de la République du Sénégal. Merci au nom du Sénégal des profondeurs au président de la République Macky Sall pour avoir accepté d'accorder cette grande interview au support du groupe Alcoma basé au Sénégal oriental à Tambacounda et à Kédougou. Monsieur le Président, la première question que je vais vous poser, depuis votre élection en 2012, les deux mots qui reviennent le plus souvent dans votre discours, c'est l'équité sociale et équité territoriale. Ce qui fait de vous l'avocat du monde rural. Qu'est-ce qui vous lie au monde rural, Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer Alcoma, qui est une radio, un groupe de presse qui est à Tambacounda, ce qui correspond à ma vision de la territorialisation des politiques publiques et de l'équité territoriale. Vous savez, dans toutes les politiques que je mets en œuvre, vous verrez ce souci d'avoir de l'équité un peu partout, à la fois au plan social, mais aussi surtout au plan des territoires. Donc le fait aujourd'hui de parler avec nos parents du monde rural à travers votre organe me fait beaucoup plaisir. Oui, mon lien avec le monde rural, c'est un lien d'abord affectif. Je peux aussi considérer que je suis issu du monde rural, en ce sens que je suis né à Fatick, certes qui est une commune qui a été créée depuis 1917, mais qui est dans un environnement rural global. Et donc, j'ai également la conviction que le monde rural doit être renforcé si nous voulons développer véritablement notre pays. Vous ne pouvez pas avoir plus de 60% de votre population qui est en milieu rural, avoir une ambition de développement et d'émergence si ce milieu rural lui-même n'est pas transformé qualitativement et lui donner les intrants dont il a besoin pour se moderniser et faire de ces populations rurales également des citadins, faire de ces anciennes communautés rurales des communes aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai dit, dans le cadre de l'axe 3 de la décentralisation, qu'il fallait donner la même dignité aussi bien aux communautés rurales, donc devenues communes, qu'aux communes d'arrondissement qui également sont devenues des communes de plein exercice, ce qui consacre la communalisation intégrale. Donc pour moi, il faut inverser les flux d'investissement, puisque par le passé, on a mis toutes les ressources quasiment qui existaient dans les villes, dans la partie occidentale du Sénégal. Ça, c'était déjà le schéma colonial. Parce que les villes sont le long des côtes et si vous prenez toute l'Afrique, c'est la même chose. Et l'intérieur a été quasiment abandonné alors que les productions viennent de l'intérieur. Les produits agricoles viennent de l'intérieur. Il fallait donc inverser, refaire les routes vers l'intérieur, refaire l'assainissement vers l'intérieur pour que les marchés soient connectés aux zones de production. Ça, c'est ce qui explique vraiment la quintessence de toutes les politiques que je mène en faveur du développement intégral et harmonieux de notre pays par le canal des programmes comme le PUDC, des programmes comme le PUMA qui, lui, s'occupe maintenant des zones frontalières qui sont encore les plus abandonnées parce que c'est des zones éloignées, en général difficiles d'accès. Et donc, il faut donner à toutes ces zones et à toutes ces populations les mêmes facilités que les autres qui sont dans des villes. Alors ça, c'est ce qui me lie au monde rural et je veux que aussi les gens qui vivent dans le monde rural soient fiers de dire je suis un rural, je suis de tel village et qu'on montre la particularité de leur territoire. Et c'est ça, il faut qu'on soit fiers de nos origines, fiers de ce que l'agriculteur fait. On passe aussi du concept de paysan vers un concept d'agriculteur parce que finalement les ressources qu'on peut tirer de l'agriculture parfois sont beaucoup plus importantes que les ressources qu'on peut tirer d'un salaire en tant que salarié. Donc, et c'est ce changement de mentalité qu'il faut faire dans le pays. Aujourd'hui, les gens veulent avoir tous des champs, faire de l'horticulture, faire des cultures traditionnelles, parce que en allant au village, tu as une route pour y aller, tu as une piste, tu as de l'électricité, tu as de l'eau. À partir du moment où on a ces éléments, mais qu'on vive aux États-Unis, à Dakar ou à Mbadakhour ou à Malem Niani, c'est la même chose. Parce qu'on est connecté au monde. On a le téléphone, on a la route pour sortir quand on veut, en saison de pluie comme en saison sèche. Donc c'est ça l'ambition.
c'est de développer globalement et que le monde rural ne soit pas considéré comme un milieu où vraiment les gens n'ont aucune perspective, bien au contraire. Merci Excellence pour cette réponse. Restons toujours dans le monde rural. L'accès à l'eau potable, l'électrification rurale, les bourses sociales qui ont changé le vécu quotidien de plusieurs ménages au Sénégal. Dans ce contexte de relance économique, le monde rural aura-t-il toujours une place de choix dans la vision du chef de l'État? Et quel bilan d'étape pouvez-vous faire déjà? Tant que j'aurai les capacités de servir le pays, le monde rural sera dans mes priorités, les premières. Parce que, et je ne le dis pas par hasard, les chiffres sont là. Si l'on considère déjà le budget du ministère qui incarne le monde rural, qui est le ministère de l'Agriculture, et qui doit être un budget important, puisque c'est ce budget, c'est l'agriculture qui nourrit la population. En 2012, quand j'arrivais, ce budget était de 91 milliards, 200 et quelques millions. Aujourd'hui, il est de 187 milliards. 91, 187, on a plus que doublé le budget en 10 ans, multiplié par 2. Les budgets de campagne agricole, je les ai trouvés à 30 milliards, c'est-à-dire ce qu'on fait pour préparer la campagne avant l'hivernage en termes d'accompagnement des paysans sur des agriculteurs, sur les intrants, l'engrais, les matériels attelés à l'époque, il n'y avait pas de tracteurs, et ça c'était 30 milliards, engrais, semences, etc. On est à 80 milliards pour cette présente campagne. L'année dernière, on était à 60. Donc, vous voyez l'écart de transfert d'argent qu'on fait, et ça, c'est compte non tenu de tout ce qui a été fait par ailleurs dans les programmes agricoles, sur le riz, sur l'aménagement des zones, etc. Donc, en réalité, il y a beaucoup de ressources qui sont transférées vers le monde rural, directement par le budget de l'État, mais aussi par le fait qu'on a augmenté le prix aux producteurs. Par exemple, l'arachide, je l'ai trouvé à 125 francs CFA, puis 135 francs CFA. Depuis 2012, il n'a pas été à moins de 200 francs et l'année dernière, c'est 250 francs. Il est allé même jusqu'à 300, voire plus. Donc, en faisant cela, on renforce le pouvoir d'achat des paysans. Alors, il n'y a plus de bons impayés, il n'y a plus tout ce qu'on a connu par le passé. Donc, et ça, il faut aussi la diversification des cultures. Aujourd'hui, donc, c'est ce transfert progressif et durable des ressources dans le monde rural qui fera que la situation va changer. L'habitat va changer dans le monde rural. Il y aura de plus en plus de moyens de locomotion au lieu des charrettes comme par le passé. Et il y aura l'accès aux services de base. Et c'est ça qui va changer le niveau de vie et le style de vie. Et du rural, on va devenir aussi urbain en milieu rural. Merci encore, Monsieur le Président. Donc, l'autre question, c'est le Sénégal oriental est la porte d'entrée par voie terrestre du Sénégal. Lutter ou prévenir la criminalité transfrontalière et gage de stabilité au Sénégal. Quels sont les défis à relever à ce niveau par votre gouvernement? Vous l'avez dit, le Sénégal oriental est un carrefour. Parce que c'est le lieu où le Sénégal est connecté ou a une frontière avec plusieurs pays. La Gambie, la Guinée, la République de Guinée, le Mali, la Mauritanie. Ça fait au moins 4 pays qui sont en frontière avec la région du Sénégal oriental. Quand je dis Sénégal oriental, c'est les 2 régions administratives de Tambacounda et de Kédougou. Donc, une telle région, naturellement, est exposée au flux et au trafic transfrontalier, est exposée au trafic de bois, au trafic de drogue, à toutes sortes de trafics, y compris même au trafic des animaux avec le parc de Nyokolokoma, le braconnage et tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire d'abord de Tamba un hub. Le hub, il a été électrique déjà. On a connecté la région avec le réseau interconnecté par Manantali et de Tamba jusqu'à Kaolack. C'est devenu vraiment interconnecté. Mais aussi un hub ferroviaire parce que j'ai l'intention de remettre le chemin de fer à Tamba puis continuer à Kidira et Bamako. Et donc, il y a l'université du Sénégal oriental, je l'ai lancé, donc on va bientôt voir la vocation et nommer les autorités, le recteur et autres. Et l'aéroport de Tambacounda va être reconstruit, c'est déjà engagé, tout comme l'aéroport de Kédougou. Donc, la mobilité, la connectivité va faire qu'on n'aura plus le sentiment de distance. Vous savez, avant, quand on disait je vais à Kédougou, on pense qu'on va à l'autre côté du monde. Alors que si les routes sont faites, c'est le cas aujourd'hui, si le chemin de fer revient, et si la liaison aérienne est faite, comme à Ziguinchor aujourd'hui, c'est 3-4 vols par jour. Alors en ce moment, il n'y a plus de sentiment d'enclavement ou d'isolement. Et
les fonctionnaires aussi, puisqu'il y aura aussi les hôpitaux, il y aura tout ça, pourront vraiment être à l'aise. Il y aura les lycées, il y aura l'université, pour pouvoir servir les populations dans ces territoires de la façon la plus optimale qui soit. Évidemment, dans ce cadre-là, nous prêtons une grande attention à la sécurité, puisque c'est une région frontalière, par exemple au Mali, où le terrorisme vraiment se développe. Et c'est pourquoi nous avons d'ailleurs renforcé le dispositif militaire dans la région de Tamba et dans la région de Kédougou, notamment pour pouvoir faire face à toutes ces menaces. Monsieur le Président, l'avènement de la paix dans la sous-région passe nécessairement par les relations de bon voisinage avec les 5 pays que vous venez de rappeler tout à l'heure. Bon voisin, est-ce que le Sénégal peut être cité en exemple? Oui, le Sénégal est un très bon voisin. En réalité, en tout cas, moi, j'ai fait en sorte que depuis que je suis à la tête du Sénégal, nos relations avec nos voisins soient les meilleures qui soient. C'est le cas avec la Mauritanie, donc parfois c'était assez tendu. C'est le cas avec le Mali, naturellement, la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Ça, ce sont les pays qui ceinturent le Sénégal. Et bien sûr, la Gambie qui est en notre sein. Et la bonne diplomatie, c'est celle d'abord du bon voisinage. Et après, par cercle concentrique, on peut renforcer nos relations avec l'extérieur. Mais nos voisins sont nos parents, sont vraiment notre première préoccupation. D'abord, s'il nous arrive quelque chose, ça passe forcément par ces pays. Donc, il est essentiel que la relation avec ces pays soit bien entretenue. Et j'ai élevé d'ailleurs le niveau de nos représentations diplomatiques dans ces pays en priorité par rapport à tous les autres pays du monde. Parce que qu'on soit à Banjul, à Bamako, à Conakry, à Nouakchott ou à Praia ou à Bissau, il faut que nos diplomates se sentent vraiment très valorisés, que aussi le Sénégal ait une politique de proximité avec ces pays. Alors, ce bon voisinage, nous entendons le poursuivre par toutes les politiques de coopération, mais aussi à travers les organisations que nous partageons. L'OMVS, l'OMVG, l'UEMOA, la CEDEAO sont des canaux par lesquels nous travaillons au quotidien avec nos voisins. Monsieur le Président, vous convenez avec moi qu'il n'y a pas de développement sans infrastructure routière. Au Sénégal oriental, vous avez relevé le défi avec au niveau des grands axes. Toutes les villes sont interconnectées. Il reste maintenant le désenclavement intérieur. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cadre pour les prochaines années? Oui, je vous l'ai dit, dans notre politique de désenclavement, vous savez, dans le ministère des Infrastructures, j'ai rajouté le concept de désenclavement parce que c'est devenu le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Et dans le transport terrestre, vous avez le transport ferroviaire et le transport routier. Donc, les grands axes, nous avons pris en charge les autoroutes, les grandes routes. Les routes secondaires et les pistes de production sont mises en œuvre aujourd'hui par le programme d'urgence de développement communautaire. Donc, nous avons évidemment un paquet de programmes de routes et de pistes. Il m'est difficile de vous dire pour chaque axe, mais il faut être certain qu'il y a des pistes qui sont en préparation pour pouvoir donc assurer, n'est-ce pas, cette demande importante, surtout des zones de production. Et je vous rappelle qu'à Tamba, on produit de la banane, on produit également beaucoup de fognons dans le Kédougou, on a des productions vraiment très importantes, forestières également. Donc, le fait qu'il y ait des pistes pour relier les zones de production à la route nationale, c'est extrêmement important et c'est de vastes étendues, mais nous y travaillons. Autre question, Kédougou est une zone minière. Qu'est-ce que l'État envisage de faire pour améliorer davantage le sort des populations locales? Oui, quand vous verrez le code minier nouveau qui a été voté en 2022 ou 2021, vous verrez que nous avons donné une plus grande importance au fonds minier social qui revient de droit aux zones d'exploitation. On a augmenté en réalité la part des ressources qui doit aller vers les collectivités, pas seulement celle d'où vient le minerai, mais de façon globale, celle d'où vient le minerai, oui, en priorité, comme Sabodala, comme Domboronkoto, oui, Mako, et d'autres localités, mais de façon globale dans le département de Kédougou, dans la région, et au niveau national. Parce que les mines sont une richesse, appartient au peuple. Je vous rappelle, c'est moi qui ai inscrit cette réforme en 2016.
16 dans la Constitution pour dire que les ressources naturelles n'appartiennent plus à l'État comme par le passé, mais au peuple. Donc, et leur exploitation doit obéir à la volonté d'améliorer le bien-être de ce peuple, évidemment dans des conditions qui respectent l'environnement et qui profitent aux populations. Donc nous sommes en train d'augmenter les transferts qui vont vers ces collectivités, en plus de ce que l'État fait en termes d'accès aux services sociaux de base, donc accès à l'électricité, accès à l'eau potable, accès aux pistes, donc au désenclavement et aux services sociaux de base comme les centres de santé, les postes de santé et autres. Donc le transfert et le bien-être des populations, c'est pas seulement l'argent qui vient, mais c'est aussi le cadre de vie et les infrastructures qui vont avec. Bon, une dernière question peut-être. Agriculture, vous en avez parlé, l'autonomisation de la femme rurale. Monsieur le Président, c'est une thématique qui revient souvent dans vos discours aussi. Qu'est-ce qui est prévu dans ce sens pour les années à venir? Pour la femme rurale ou la femme qui vit en milieu rural, parce qu'il y a une différence de conception, la priorité c'est d'abord l'autonomisation. C'est-à-dire qu'il faut donner aux femmes, au-delà d'ailleurs de la femme rurale, les capacités d'être autonomes, de pouvoir disposer de ressources, d'argent qui leur permettent d'assurer leur bien-être personnel, celle de leur famille. Et donc, pour cela, nous avons mis en place beaucoup de mécanismes, dont la DER, qui est la délégation à l'entrepreneuriat rapide, pour les femmes et les jeunes. Donc, afin que les femmes puissent accéder plus facilement aux prêts en des conditions dans des conditions douces, où les taux sont vraiment les plus bas possibles, autour de 5% maximum. Et en dehors de l'autonomisation, il y a aussi l'allègement des travaux domestiques, la pénibilité du travail. Il faut absolument que les femmes ne fassent plus ces corvées difficiles à la main, aller puiser de l'eau, tirer de l'eau dans des puits très profonds, faire la corvée également des graines pour piler le mil, comme on le disait, avec des pilons. En lieu et place, il faut absolument qu'il y ait des machines, qu'il y ait des moulins, qu'il y ait des décortiqueuses, qu'il y ait vraiment la machine qui remplace l'homme, ici qui remplace la femme. Donc ça, c'est plusieurs volets à travers le ministère de la Femme, de la Famille, à travers également le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, et à travers d'autres programmes comme Promise, programme pour la microfinance islamique en faveur des femmes, et d'autres leviers, fonds pour les crédits femmes, etc., etc. Donc nous allons continuer le travail qui est déjà entamé. Même les bourses de sécurité familiale que je donne, ça passe par les femmes. C'est pour que ces ressources viennent à la famille. Donc il y a vraiment un paquet de mesures dont l'accès à l'électricité va amener les moulins, l'accès à l'eau va enlever à la femme la corvée de l'eau. Chaque accès en réalité améliore les conditions de vie de la femme en milieu rural. Monsieur le Président, il y a cette question qui tient à cœur tous les Tambacoundois. Vous avez dit que la formation et l'insertion des jeunes ont binôme pour mieux lutter contre le chômage au Sénégal oriental. Nous avons à Tambacounda un lycée technique construit depuis plus de 10 ans, bientôt 10 ans. Faute d'électricité et de voies d'accès, le lycée n'est toujours pas opérationnel. Est-ce que le président peut aider les populations de Tamba pour que ce lycée soit opérationnel? Parce que c'est un véritable bijou. Les travaux sont finis, mais il n'y a pas d'électricité, de l'eau et de voies d'accès. Vous me l'apprenez, vous savez, parfois le président n'est pas informé de tout, mais soyez sûr que maintenant que vous l'avez dit, cette question va être résolue immédiatement. Parce que je vais appeler, après cette interview, le ministre de la formation professionnelle et j'exigerai des réponses immédiates. Bon, vous savez, tout ce qui se passe dans le pays, je ne peux pas tout savoir aussi, mais dès que ça m'est en tout cas reporté, voilà, on prend les mesures qui s'imposent. Mais au-delà de ce lycée, il s'agit maintenant d'une université. Et il faut noter que je vais mettre aussi un institut supérieur d'enseignement professionnel, un ISEP, comme je le fais dans toutes les régions. Et vous aurez aussi un centre de formation professionnelle neuf qui sera fait en plus de ce lycée technique. Donc il y aura tous les outils de formation des jeunes pour leur donner les qualifications et qu'ils pourront jusqu'à l'université rester en réalité à Tambacounda et dans la région pour pouvoir aussi y travailler parce que c'est une région qui est riche, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais par rapport à l'université, Monsieur le Président, un site est déjà identifié
achevé, que c'est clôturé. Il ne reste maintenant que la pose de la première pierre et peut-être le démarrage des travaux. Non, il ne faut pas aller plus vite en besogne. Vous savez, une université, c'est d'abord un curriculum. Qu'est-ce qu'on va enseigner dans cette université? Quel type de bâtiment, quel type de faculté ou d'unité de formation et de recherche. Donc, une fois cela est fait, c'est ce qu'on appelle le concept. Nous venons de finir celui de Matam et ce travail est fait par des universitaires. Je vais désigner avec le ministre de l'Enseignement supérieur une équipe qui va parcourir la région rapidement, qui va voir aussi par rapport à l'économie de la région, aux orientations, aux possibilités, quelle vocation on va donner à cette université du Sénégal oriental. Une fois cela est fait, le reste devient facile parce qu'on va concevoir les bâtiments, les équipements en fonction de ce que nous voulons faire. Donc, mais tout ce travail va aller vite en réalité et c'est un processus irréversible. On le fera, mais on ne peut pas sauter non plus des étapes et faire un peu n'importe quoi. Le mot de la fin, monsieur le... Non, je salue nos parents du Sénégal oriental, nos parents du monde rural. Certes, je parle de Radio à Tamba, mais je m'adresse vraiment au monde rural de façon globale et je m'adresse au Sénégal. Donc, c'est de saluer tous nos parents du monde rural, de leur dire qu'il faut continuer à y croire. Le monde rural doit être également un lieu où on peut se sentir à l'aise et fier d'être un rural. Et pour cela, bien sûr, il y a l'État qui doit d'abord être en première place, mais il faut également que chacun s'y mette et chacun croit en lui et en son milieu. En ce moment, nous aurons un Sénégal diversifié, riche de ses potentialités. Par exemple, en matière touristique, vous avez l'une des régions les plus belles du Sénégal. Quand je pense aux chutes de Dindifolo, quand je pense également à cette... c'est la seule partie du Sénégal d'ailleurs où on a des reliefs, on a des collines, des montagnes, ailleurs on n'a pas, tout est plat. Donc c'est une particularité, vous avez des animaux, il y a une biodiversité, vous avez une richesse faunique, une richesse également végétale. Donc tout cela fait que ça doit être valorisé. Il y a la chasse, il y a plein de choses. Et moi je suis toujours heureux de pouvoir venir dans la région. Et malheureusement je n'ai pas toujours le temps maintenant, comme je l'aurais voulu. Mais vraiment je me sens en totale fusion avec l'intérieur du pays. Je rappelle que je vous ai accompagné le 27 avril 2013 au parc Nyokolokoba. Oui, je me rappelle, c'était très beau. J'espère que je vais encore retourner à Nyokolokoba. Et d'ailleurs, à ce niveau, il nous faut quand même moderniser le système de gestion des parcs, un peu à l'image de l'Afrique du Sud, du Kenya, pour que les gens puissent faire du safari. On avait à Simenti une piste, il faut que tout cela marche. Des lodges, qu'on accompagne les hôteliers. D'ailleurs, on avait un peu accompagné les promoteurs, mais ce n'est pas suffisant pour que quand vous venez à Nyokolokoba, vous puissiez passer 2 jours, mais dans un lodge correct et que vous puissiez aussi visiter en toute sécurité les animaux. C'est extrêmement riche. Et qu'il y ait à la fois la piste de Simenti, mais aussi l'aéroport de Tamba qui va être modernisé. Et tout cela va donner une impulsion nouvelle à la région de Tamba, mais aussi à la région de Kédougou. Je pense que tout cela est devant nous, Inch'Allah. Merci, monsieur le... Merci. Merci, monsieur le... Merci. Merci, monsieur le... Merci.